et vous remercier par avance de la contribution certainement très significative que vous allez apporter aux discussions que nous allons tenir tout à l'heure. Monsieur le Président de la Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Messieurs les directeurs généraux de l'administration territoriale et des élections, Monsieur le directeur de l'automatisation des fichiers, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques légalement constitués, Mesdames, Messieurs les personnalités indépendantes, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma satisfaction de vous rencontrer pour la première fois depuis ma nomination à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour échanger avec vous dans un contexte particulier sur nos préoccupations communes relatives au déroulement du processus électoral. En effet, à l'occasion du dernier Conseil des ministres, tenu le mercredi 18 mars 2024, Monsieur le Président de la République, en revenant sur la dissolution de l'Assemblée nationale, a mis en relief la nécessité d'une bonne préparation pour une organisation impeccable des élections législatives anticipées prévues le dimanche 17 novembre 2024. Par ailleurs, le Président de la République m'a invité à engager des concertations avec la Commission électorale nationale autonome, Sénat, les acteurs politiques et les organisations impliquées afin de partager toutes les informations techniques, administratives et financières relatives à ces élections législatives anticipées. Il m'a aussi demandé de mener une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et des populations pour préciser dans la transparence les règles d'organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale. La posture d'ouverture du chef de l'État illustre parfaitement sa démarche de recherche constante de consensus politique et sa démarcation nette de toute forme d'unilatéralisme décisionnel. Cette forte croyance aux vertus de la concertation se traduit à notre niveau en instructions qui rencontrent notre totale adhésion en tant que ministre de l'Intérieur chargé de l'organisation des élections. Pour rappel, le Président de la République a procédé par décret 2024-1980 du 12 septembre 2024 à la dissolution de l'Assemblée nationale, et ce, conformément à l'article 87 de la Constitution, et a fixé la date du scrutin pour les élections législatives anticipées au dimanche 17 novembre 2024. Et comme nous le savons, le régime juridique de la dissolution de l'Assemblée nationale est sommaire, voire lacunaire au regard des textes qui la gouvernent. À l'évidence, si l'on se réfère au principe de la hiérarchie des normes, les dispositions de la Constitution doivent prévaloir sur toutes les dispositions incompatibles, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2 C-2024 du 10 juillet 2024. Ainsi, les délais prévus par le Code électoral ne peuvent pas être appliqués au présent scrutin. Par conséquent, les dispositions constitutionnelles donnent une base juridique suffisante au Président de la République qui dispose d'un pouvoir réglementaire en matière électorale pour comprimer, voire déroger aux dispositions du Code électoral afin de se conformer aux délais constitutionnels non extensibles. Sous ce rapport, l'organisation de ces élections se fera dans un chronogramme particulier avec des délais réduits. Ce qui appelle de votre part et de notre part sérénité et concentration et une union sacrée autour de l'essentiel. C'est pourquoi j'ai tenu à organiser cette rencontre pour partager avec vous, partie prenante du processus électoral, des informations sur le déroulement des opérations électorales
en perspective du scrutin du 17 novembre 2024. À mon avis, avoir la même compréhension du calendrier électoral constitue déjà un premier pas vers un compromis dynamique. La focalisation sur les divergences et l'absence de volonté et d'effort pour comprendre les enjeux et l'encadrement juridique compromettrait les chances d'aboutir au consensus souhaité par tous les acteurs du processus. Nous vous invitons donc à éviter toute posture contre-productive et vous assurons de notre disponibilité à poursuivre le dialogue pour trouver ensemble les meilleures solutions dans le respect des textes en vigueur aux difficultés que vous pourriez rencontrer dans le cadre de ces élections. Il nous faudra donc accepter d'étaler et de confronter nos convictions dans un esprit de dépassement, sans aucun préjugé défavorable, en s'accordant mutuellement la bonne foi. Cette confiance mutuelle conduira forcément à des résultats probants. Pour ma part, je suis persuadé que c'est au carrefour de nos convictions diverses que surgira une meilleure compréhension des règles qui gouvernent le processus électoral pour les élections législatives anticipées. Ainsi, au sortir de notre conclave, nous noterons que même si le consensus recherché n'est pas total sur l'ensemble des questions soulevées, qu'incontestablement, l'échange d'arguments entre acteurs avertis aura fait avancer la démocratie dans notre pays. J'en appelle donc à un esprit optimiste de la part de tous. L'avenir de notre démocratie est enchanté, en vaut largement la peine. Je vous remercie de votre aimable attention. On ne peut pas préjuger de l'issue des discussions. En général, on discute pour arriver à un consensus. Mais encore faut-il discuter. On n'a pas commencé à discuter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, s'il vous plaît, on s'écoute. S'il vous plaît, on s'écoute. Si vous voulez qu'on travaille dans de bonnes conditions, il faut organiser les discussions. On ne peut pas tous parler en même temps. Vous parlez, je vous écoute. Quand je parle, vous m'écoutez. Voilà. On ne peut pas d'emblée dire on va discuter, mais c'est pour changer les choses. On discute, argument contre argument. Après, on va voir ce qu'il faut retenir ici ou ce qu'il faut soumettre au chef de l'État. C'est simple. Je vous en prie. Franchement, je ne veux pas qu'on continue sur ça. Je ne veux pas qu'on continue sur ça. Les décisions ont été prises sans concertation aucune. Des décisions ont été prises par le gouvernement sans concertation aucune. Nous demandons à ce que ces mesures-là soient rapportées pour qu'il puisse y avoir une discussion et qu'on puisse ensemble définir les nouvelles règles. C'est de cela dont nous parlons. Monsieur Sarr, ne soyons pas extrémistes. Ne soyons pas extrémistes. Nous sommes venus ici avec un bon esprit, un esprit constructif. Nous voulons un dialogue constructif. Nous sommes tous citoyens d'un même pays. On ouvre des discussions, on ne peut pas dire qu'avant de discuter, je vais tordre le bras à celui avec qui je vais discuter. Et c'est ça que vous êtes en train de tenter de faire. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mon général, avec beaucoup de respect, mon général, nous avons attendu près d'une heure de temps. Nous étions là. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, Monsieur le représentant de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, Monsieur le directeur de l'automatisation des fichiers, Monsieur le directeur des opérations électorales, Monsieur le directeur des ressources humaines et des finances, les représentants des différentes formations politiques ici présentes,
les représentants de la société civile et les autres invités. D'abord, je voudrais exprimer ma satisfaction au nom de la Direction générale des élections, parce que quand j'ai été nommé directeur général des élections, j'ai reçu beaucoup de félicitations de la part de beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile. Et c'est l'occasion de les remercier et de leur dire que le travail qu'on a commencé au niveau de la Direction générale des élections depuis 2022, durant les élections législatives, les élections locales, les hauts conseillers et la présidentielle, ce même travail va continuer. Et je vous rappelle que nos portes seront toujours ouvertes pour l'ensemble de ces acteurs du processus électoral. On aura tout à l'heure l'occasion de revenir sur ces aspects-là. Ceci étant, je voudrais un peu revenir sur certains aspects du processus électoral. Mouché Niane, le représentant de la Sénat, l'a dit tout à l'heure. On est habitué à des discussions, à des empoignades, à des désaccords. Moi, j'ai été à plusieurs fois rapporteur de commission, donc commission du dialogue national, à plusieurs 4 ou 5 fois rapporteur de commission. Donc je connais bien l'environnement. Mais cela ne fait qu'enrichir la démocratie. Parce que la démocratie, c'est d'abord la contradiction. En ce qui concerne mon premier point, ce sera sur le régime juridique des élections anticipées. Le code électoral fait la différence entre une élection générale, une élection partielle et une élection anticipée. Nous sommes dans le cadre d'une élection anticipée. On n'est pas dans le cadre d'une élection générale, on n'est pas dans le cadre d'une élection partielle, parce que le législateur fait la différence entre ces élections. Et chaque élection a un régime juridique. Et quand on parle de régime juridique pour les juristes, c'est l'ensemble des actes, des textes qui organisent cet élément-là. C'est ce qu'on appelle en droit un régime juridique. C'est l'ensemble des textes qui organisent la matière. Et quand on parle de régime juridique de l'élection anticipée, on pense naturellement à la Constitution qui est la charte fondamentale. On pense également au code électoral, mais on pense également à d'autres instruments tels que les décisions du Conseil constitutionnel. J'allais parler de jurisprudence. Mais, conformément à l'article 24 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Conseil rend des décisions en toute matière. Vous vous rappelez, on a eu ce débat au Sénégal dans les années 2000 et quelques, où on parlait d'avis, décision, etc. La question a été définitivement tranchée par le Conseil constitutionnel dans sa loi organique. L'article 24 dispose que le Conseil constitutionnel rend des décisions en toute matière. Et l'article 92 de la Constitution sénégalaise prévoit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Et quand on parle d'autorité administrative, le président de la République est la première autorité administrative dans ce pays. Donc les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent au président de la République. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux autorités juridictionnelles, c'est-à-dire aux autres autorités juridictionnelles, que ce soit la Cour suprême, que ce soit les cours d'appel, que ce soit les autres juridictions. Donc les décisions du Conseil constitutionnel ont une force dans la matière électorale, je vais y revenir. Donc je disais que si on parle de régime juridique, c'est d'abord la Constitution. Dans la Constitution, il y a une seule disposition, c'est l'article 87, qui parle de ces élections-là, qui donne au président de la République le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale et en même temps, en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, de fixer une date à une élection. Et il y a deux possibilités, soit c'est 60 jours, soit c'est 90 jours. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 87, a pris un décret et a dit que c'est
60 jours. L'autre élément, c'est le code électoral. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique est revenu largement dans son discours sur la suprématie de la Constitution par rapport aux autres instruments que nous avons, tels que les lois, que ce soit une loi organique, que ce soit une loi ordinaire, que ce soit un décret, un arrêté. Donc la Constitution est au-dessus. Il a rappelé en fait que le régime juridique qui a été prévu par le code électoral en matière d'élection anticipée ne renseigne que sur deux éléments. La révision des listes électorales et la caution. C'est seulement ces deux éléments qui sont pris en compte dans une élection anticipée. Pour la révision, l'article 37 du code L37 du code électoral est très clair, qui dit que c'est le dernier fichier qui a été utilisé qui sera utilisé. L'article L175 également prévoit que c'est la caution de l'élection législative passée qui sera maintenue. Et nous tous, nous savons qu'en 2022, il y avait un arrêté du ministre de l'Intérieur qui avait fixé la caution après concertation des différents acteurs, j'étais présent, qui avait fixé la caution à 15 millions de francs CFA. Et le Conseil constitutionnel est allé beaucoup plus loin, en disant même que le ministère de l'Intérieur n'avait pas besoin de prendre un arrêté pour fixer la caution, parce que c'est déjà fixé par le code électoral. Mais, en fait, l'arrêté qui fixe la caution, le pourquoi le ministre l'a signé, c'est parce que l'arrêté ne contient pas seulement le montant de la caution, mais contient ce qu'on appelle des documents de propagande. C'est pourquoi le ministre a fait un arrêté sur la caution, qui est juste un rappel, mais avec ce qu'on appelle des documents de propagande. L'autre élément, c'est que le code électoral ne parle que de la révision et de la caution. Que faire? Est-ce qu'on va imposer les articles du code électoral au détriment de la Constitution? Et le Conseil constitutionnel a été très clair, c'est qu'en fait, les dispositions de la Constitution sont supérieures aux autres dispositions. C'est dans ce contexte que les arrêtés et les décrets que vous avez vus ont été pris. Donc, deuxièmement, la source, c'est la décision du Conseil constitutionnel. Je suis revenu largement par rapport à ça. Ceci étant, le régime juridique cadré, de revenir un peu sur ce qu'on appelle le calendrier électoral. Je pense que tous les acteurs qui s'y présentent, si je ne me trompe pas, ont eu à voir un communiqué où on avait exposé les différentes dates de ce processus électoral. Et ces dates ont été en phase avec le décret qui a été pris sur la convocation du corps électoral. Donc, je pense que vous tous, vous avez le calendrier. Ceux qui ne l'ont pas peuvent aller dans notre site web. Je vais revenir également sur ce site-là pour pouvoir avoir donc tous ces éléments. Donc, je pense que le calendrier a été fixé, les dates ont été claires. Maintenant, je vais simplement revenir sur quelques dates qui sont importantes, c'est-à-dire les travaux de la commission. La commission a été instituée par arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Mais la commission va commencer à travailler le 24 septembre. Et donc, la commission va fonctionner de 8h à 18h, avec possibilité donc d'aller jusqu'à minuit dans certains cas. Et après, il y aura ce qu'on appelle un tirage au sort, qui est prévu pour le 26. Et le tirage au sort va déterminer donc le dépôt des listes de candidats. Telle coalition a été premier, telle coalition va venir déposer tel jour à telle heure, précis au niveau de la direction générale des élections. Là également, je voudrais attirer l'attention pour vous dire que les dépôts vont se faire au niveau de la direction générale des élections. Parce que pour chaque élection, donc, le lieu de dépôt est déterminé par le code électoral. Si c'est une élection présidentielle, c'est au niveau du Conseil constitutionnel. Si c'est des élections territoriales, c'est au niveau des circonscriptions administratives, c'est-à-dire au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Mais si c'est une élection, c'est des élections législatives, c'est au niveau de la direction générale des élections. Ça, c'était une précision à faire. Après cela, il y aura un dépôt matériel des dossiers de candidature. Je pense que si je ne me trompe pas aux élections passées, on avait 3 jours de dépôt. C'était ça en 2022. Bon, on ne peut plus avoir 3 jours, vu les délais, parce qu'on était dans une élection normale.
mais cette fois-ci, c'est 2 jours. Donc, c'est du 28 au 29 septembre, ce qui va correspondre au samedi et au dimanche. Pour la caution, les coalitions peuvent commencer à déposer, parce que l'arrêté est sorti, on a fixé le montant, et je pense que le directeur général de la Caisse de dépôt et consignation a pris toutes les dispositions pour que les partis et les coalitions de partis et les entités indépendantes puissent aller donc verser le montant de la caution pour avoir leur attestation donc, au niveau de la Caisse de dépôt. Donc après cela, donc, il y aura la commission va examiner les dossiers, la recevabilité, voir est-ce que les partis ont respecté certaines procédures, etc. Et à l'issue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique va prendre un arrêté pour publier la liste des déclarations de candidature. Et maintenant, les coalitions et les entités auront un délai pour saisir le Conseil constitutionnel et à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel, la liste va devenir une liste définitive. Il y aura également d'autres arrêtés qui vont être pris, tel qu'un arrêté qui va porter sur la publication de la carte électorale. Et la carte électorale ne va pas changer. On aura les mêmes bureaux de vote. En 2024, oui, la présidentielle de 2024, on était à 16 440 bureaux de vote. C'est les mêmes bureaux de vote qui vont fonctionner. Donc, c'est pour vous dire que le moment venu, d'ici le 17 octobre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique va signer l'arrêté portant publication de la carte électorale. Donc, pour les autres plénipotentiaires, etc., également, les autorités administratives vont faire le nécessaire pour leur demander la liste des candidats donc, et des représentants dans les bureaux de vote également. Il y aura également la désignation des plénipotentiaires. Il y aura également un arrêté portant nomination des membres des bureaux de vote par les autorités administratives. La campagne électorale, j'ai lu il y a 2 jours ou 3 jours le communiqué du Conseil national de régulation pour rappeler également la campagne électorale qui va démarrer le dimanche 27 octobre 2024. Et cette campagne électorale va être clôturée le 15 novembre 2024 à minuit. Donc pour la campagne, le délai n'a pas été touché. C'est 21 jours parce qu'on a considéré qu'en réalité, c'était faisable. Parce que 21 jours, ça pouvait être respecté. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, les dispositions du code électoral ont été respectées. Donc, après cela également, la distribution, j'allais en revenir, la distribution des cartes électorales. Vous savez, l'article R50 du code électoral dispose que la distribution des cartes d'électeurs, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture, c'est chaque jour. Maintenant, si on n'est pas dans la période électorale, la distribution se fait au niveau des préfectures et des sous-préfectures. À l'extérieur du pays, c'est dans les représentations diplomatiques ou consulaires. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, les électeurs peuvent aller retirer leur carte d'électeur au niveau des préfectures et des sous-préfectures. Maintenant, après, on aura prendre un arrêté pour mettre en place des commissions de distribution des cartes. Maintenant, ces commissions-là vont prendre le relais pour continuer la distribution. Après le scrutin, les autorités administratives vont reprendre les cartes pour continuer la distribution. C'est comme ça que ça se passe. Mais dès à présent, les électeurs peuvent aller au niveau des préfectures et des sous-préfectures pour prendre leur carte d'électeur parce qu'elle est permanente. Donc, pour la clôture, c'est le 16 novembre à minuit au niveau national. Maintenant, à l'étranger, on peut retirer jusqu'au jour du scrutin. C'est pour faciliter à nos compatriotes qui sont à l'étranger le pouvoir aller retirer leur carte parce qu'il y a tellement de distance à faire. Donc, le jour du scrutin, 17, maintenant, les bureaux vont s'ouvrir à 8h et la clôture est prévue à 18h, sauf s'il y a possibilité de proroger en fait cela, mais cela dépendra en fait de l'autorité en place. Bon, il y aura également un suivi du processus électoral, collecte des procès-verbaux
des bureaux de vote et publication des résultats provisoires par les commissions départementales de recensement des votes, parce qu'on a des commissions départementales et une commission nationale de recensement des votes. Pour les commissions départementales, on en a 46 au niveau national et 8 au niveau de la diaspora, ce qui fait 54 commissions départementales de recensement des votes. Les commissions départementales, les 46 sont logées dans les différents départements au niveau des juridictions. Et maintenant, les commissions à l'étranger maintenant sont logées au niveau de la Cour d'appel de Dakar, ce qui fait un nombre de 54. Donc chaque commission va travailler. Et donc à l'issue des travaux de ces commissions, donc du dimanche 17 au mardi 19 novembre à minuit au niveau national, donc ces commissions doivent terminer leur travail. À l'étranger, c'est du dimanche 17 au mercredi 20 novembre 2024 à midi. Donc le temps est beaucoup plus étendu au niveau de l'étranger. Donc ces procès-verbaux seront réceptionnés et traités donc, au niveau de la Commission nationale de recensement des votes qui est logée au niveau de la Cour d'appel de Dakar. Et à partir de la proclamation des résultats des commissions départementales de recensement des votes, au vendredi 22 novembre 2024, à minuit au plus tard, donc la Commission nationale de recensement des votes va faire ce qu'on appelle la proclamation des résultats provisoires. Et à l'issue, donc cette Commission nationale de recensement des votes va transmettre son procès-verbal au niveau du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, si aucune réclamation n'est déposée dans les délais prévus, le Conseil constitutionnel procédera à la proclamation immédiate et définitive des résultats. Et l'expiration du délai de 5 jours qui suit la proclamation provisoire des résultats, c'est au plus tard le mercredi 27 novembre 2024. Maintenant, si on vous dit plus tard, cela veut dire que la décision peut venir avant. Donc c'est juste l'extrémité. Ici, je voudrais en fait s'arrêter sur un point, c'est-à-dire le recensement des votes au Sénégal. Moi, j'ai fait beaucoup de formations à l'étranger, mais on nous demande toujours, mais comment vous faites pour savoir les résultats en 24 heures, etc. J'ai dit, nous, on a un système décentralisé. C'est quoi ce système-là? On a 16 440 bureaux de vote. Et si vous avez 16 440 bureaux de vote, vous avez 16 440 PV. Ces 16 400 PV seront gérés par les 54 commissions départementales de recensement des votes. Et à l'issue de cette gestion, ces commissions départementales vont générer 54 PV. Et ces 54 PV au niveau de la Cour d'appel, qui est le siège de la Commission nationale de recensement des votes, la Cour d'appel la Commission va générer un seul PV. Et c'est ce seul PV qui va être transmis au niveau du Conseil constitutionnel. Maintenant, si c'est dans d'autres pays, tout est concentré entre les mains d'un organe. 16 400 PV, on amène à la DGE par exemple. À charge pour la DGE de faire le travail. Donc vous voyez un peu la différence que nous avons avec les autres systèmes, etc. C'était pour vous dire que nous, on a un système décentralisé. C'est pourquoi les résultats donc, viennent très souvent dans ces cas. Maintenant, en cas de contestation, parce qu'il peut y avoir de contestation, le législateur l'a prévu. Donc tout candidat dispose d'un délai de 5 jours à compter de la proclamation provisoire donc pour faire ce recours-là. Et le Conseil constitutionnel va statuer dans les 5 jours qui suivent le dépôt de la requête. Et donc, il y aura un arrêt important, proclamation définitive des résultats ou annulation de l'élection. Tout dépendra de ce qui va se passer. Donc, publication des résultats par la commission départementale, je l'avais déjà dit. Donc, vous avez vu, c'est ça l'organigramme donc, de cette élection-là. L'autre aspect que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la formation et la communication. En ce qui concerne la formation, il y a un plan qui a été déjà véhiculé. Je pense que vous avez reçu le communiqué parce que demain, les mandataires des différentes formations politiques vont être formés. On l'a toujours fait. Le délai est court, c'est pourquoi on s'excuse pour le dimanche, mais on n'a plus le temps. Nous, on n'a plus le dimanche, on n'a plus le samedi. Donc, on est obligé de le faire le dimanche pour aider les mandataires à pouvoir bien constituer leur dossier, à pouvoir faire tranquillement donc, leur dépôt. Donc, la formation est prévue demain au niveau de la maison de la presse Feu Babacar Touré. Donc,
nos équipes seront là-bas pour faire la formation et aider donc les formations politiques sur cet aspect-là. Il y aura également une autre formation qui sera prévue pour la société civile, pour les journalistes, etc., sur l'organisation, le fonctionnement des bureaux de vote, etc. La date sera fixée, on va vous communiquer également. On aura également des formations au niveau des régions, au niveau des 14 régions, et donc pour pouvoir former les citoyens. En ce qui concerne également le matériel électoral. Donc le matériel électoral, l'éclatement a été déjà fait. Donc dès la semaine prochaine, l'acheminement du matériel au niveau des régions va commencer. Donc en ce qui concerne un autre aspect, c'est par rapport au casier judiciaire. Il y a beaucoup d'interpellations par rapport à ça. Donc je pense que le ministre de l'Intérieur pourra, en collaboration avec son collègue de la justice, essayer de voir comment aider les partis et les formations à avoir le plus rapidement possible des casiers judiciaires parce que ça peut poser quelques difficultés. L'autre élément, c'est par rapport au site Internet. On a mis en ligne un site web où vous pouvez avoir toutes les informations à temps utile. Donc vous pouvez avoir des informations sur les décrets, les arrêtés, les formulaires, vous pouvez télécharger. Vous pouvez même avoir des informations par rapport à toutes les élections depuis 1993. Tout est sur Internet, www.dge.sn. Donc vous pouvez avoir toutes les informations. Et donc c'est un site qui est en ligne. Pour la formation également, si vous pouvez donc demander à vos informaticiens pour la formation. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le Président du CNRA, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les directeurs, Messieurs les représentants de partis et de coalitions de partis politiques légalement constitués et d'entités regroupant des personnes indépendantes, nous vous saluons. Monsieur le ministre, au nom du président de la Commission électorale nationale autonome, M. Abdoulaye Sylla empêché, je voudrais vous transmettre ces remerciements pour cette invitation. Cette invitation qui est normale compte tenu du rôle et de la place de la Sénat dans le processus électoral, en tant qu'acteur du processus électoral. Surtout quand le sujet ou l'objet principal de cette rencontre gravite autour du dialogue et de la concertation. La mission de supervision et de contrôle de la Sénat repose essentiellement sur les règles, sur la pertinence et la mise en œuvre des règles d'organisation des élections. Et ces règles, dans la mesure où nous nous trouvons dans une situation de compétition, doivent être des règles consensuelles. C'est pourquoi nous nous félicitons de cette initiative qui va dans le sens de la concertation et du dialogue. Et cette concertation et ce dialogue sont aujourd'hui devenus des principes de fonctionnement qui vont dans le sens du renforcement des bases de notre démocratie et qui s'inscrivent dans la voie de la construction d'un état de droit. Parce que les élections, c'est pour se doter de personnel pour la direction des affaires publiques. C'est la raison pour laquelle la concertation ne peut être absente dans le cadre des relations entre ces acteurs.
Ce à quoi nous avons assisté tout à l'heure est un phénomène récurrent. Ce n'est pas un problème. Pour ceux qui étaient là hier et même dans tous les pays, le processus électoral est jalonné de discussions, de tensions, de consensus, de désaccords, d'accords, mais toujours pour un seul but, la transparence. C'est pourquoi, quand nous sommes animés d'un esprit de transparence, il ne faut jamais se décourager, on trouvera toujours une solution. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, nous pensons qu'il ne faut jamais se lasser de tendre la main à tous les acteurs du processus électoral. En tout cas, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la Sénat, nous serons toujours présents dans le cadre de cette discussion, de ces concertations. Et d'ailleurs, nous travaillerons même au rapprochement des positions des uns et des autres pour que on puisse déboucher sur un consensus qui garantisse la transparence. L'objectif final étant que la transparence puisse prévaloir au soir du 17 novembre 2024. Monsieur le ministre, le président Abdoulaye Sylla renouvelle à vous et à tous les acteurs du processus électoral sa détermination et sa volonté inébranlable de ne ménager aucun effort pour exercer de la manière la plus totale possible sa mission d'observation, sa mission de supervision et sa mission de contrôle du processus électoral. En même temps, il assure à l'ensemble des acteurs son rôle de facilitateur et de rapprochement des positions pour la transparence des élections. Je vous remercie de votre attention, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Présidente assise à cette rencontre. Au CNRA, comme vous le savez, nous nous préparons déjà très activement pour gérer la partie qui nous revient dans le processus électoral. Comme vous le savez, nous avons 3 semaines de campagne. Cette disposition n'a pas été changée, n'a pas été touchée par le Conseil constitutionnel. 3 semaines de campagne, cela veut dire exactement 20 jours de campagne effective. Vous le savez, il y a l'audiovisuel privé, il y a l'audiovisuel public. Dans l'audiovisuel privé, on parle d'équité, ce que nous allons gérer, mais dans l'audiovisuel public, c'est une égalité, j'allais dire, arithmétique. Donc, nous allons entendre, comme vous le savez, comme à chaque fois, c'est une réunion qui aura lieu au CNRA avec les mandataires des partis politiques et des coalitions. À cette réunion-là, nous déciderons non seulement du temps d'antenne, mais nous déciderons également de l'ordre de passage dans l'audiovisuel public. Comme vous le savez, comme à chaque fois, nous allons faire un tirage au sort en présence des représentants des partis politiques et des coalitions, déterminer le temps d'antenne. Nous allons également déterminer le tirage au sort. Tout cela se fait par consensus au niveau du CNRA. Maintenant, dépendant du nombre de listes, nous verrons avec l'audiovisuel public. Comme vous le savez, cela dépend aussi des moyens de l'audiovisuel public. Mais en principe, chaque coalition a une équipe de télévision. Cela veut dire quoi? Cela veut dire un véhicule, un caméraman, un journaliste, un preneur de son qui accompagne les listes, les têtes de liste pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, mais 20 jours effectifs. Comme vous le savez, la veille du jour de vote, il n'y a pas de campagne électorale. Alors maintenant, dépendant du nombre de listes, nous verrons s'il faut faire des couvertures de tous les meetings
ou s'il faut prendre quelques jours, il y aura une campagne, c'est-à-dire une communication directe. En général, le premier jour de campagne, c'est une communication directe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les partis politiques envoient des représentants à la RTS qui prennent donc 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 4 minutes, dépendant du consensus dégagé après la réunion avec les mandataires au CNRA. Maintenant, nous verrons si, vu le nombre de listes, il y aura d'autres communications directes. Comme vous savez, la RTS a des stations régionales et ces stations régionales-là sont accessibles, donc il y aura peut-être des communications directes qui seront faites. Mais nous retenons pour le moment, de toute façon, en attendant que je vois avec le DG de la RTS, que je vais rencontrer à mon bureau, s'il faut simplement mettre à la disposition des partis politiques des équipes qui vont les accompagner pendant 3 semaines. Il y a une précision de taille que je voulais apporter, ce sont des élections législatives, comme vous le savez. Une élection présidentielle, c'est une entité personnelle. Ce sont les candidats qui s'expriment. Mais dans des élections législatives, tout le monde parle, c'est-à-dire que tous les titulaires et tous les suppléants. Mais seulement les suppléants et les titulaires parleront dans ce zone qui sera réservé donc aux listes. Bon, ce sont des choses qu'il faut savoir. Bien entendu, comme vous le savez, tous les jours, le CNRA regarde ce qui a été enregistré, ce que le parti a décidé. Comme vous le savez, nous sommes rodés. Vous savez, toute ma vie, je n'ai fait que ça. Donc, les partis politiques décident. Nous avons mis des représentants des partis politiques de coalition dans les meetings. Nous en avons à la RTS. Donc, tout ce qui est tourné, il y a un mandataire qui dit voilà ce que nous voulons diffuser. Et à la RTS, il y a un représentant qui regarde la conformité entre les desiderata des coalitions et ce qui a été monté. Et en dernier ressort, le CNRA valide. Et comme certains d'entre vous le savent, je suis en contact permanent tous les jours avec les mandataires. S'il y a des changements à apporter, j'appelle au téléphone constamment et ensemble nous changeons. Depuis des années, il n'y a jamais eu de problème. Nous espérons qu'il n'y en aura pas cette fois-ci parce que nous faisons tout par consensus. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je répondrai bien sûr. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. Je pense que si nous avons souhaité cette rencontre, c'est d'abord qu'à la suite du dernier Conseil des ministres, le chef de l'État nous a instruit de mener des concertations avec toutes les parties prenantes sur le processus électoral. Il va sans dire, vous l'avez dit, que des décrets sont pris. S'il y a des changements à proposer, nous les consignerons et s'il faut changer des décrets, certainement on va changer des décrets. Si vous nous convainquez qu'il faut changer des arrêtés, nous changerons des arrêtés. Mais d'abord, on va parler, on va vous écouter. Il faut qu'on démarre. Il faut qu'il y ait des travaux. Monsieur le ministre, bon, nous avons parlé tout à l'heure des questions préjudicielles, parce que c'est des questions quand même essentielles pour nous. La date des élections a été fixée, des élections législatives a été fixée, anticipée, a été fixée au 17 novembre, sans concertation. Ce décret-là, est-ce que dans la discussion, on pourra être amené à faire modifier le décret ou pas? Il y a d'autres décrets qui ont été pris contre la loi. Puisque quand on dit, par exemple, je donne un exemple, quand on dit qu'on se base sur le fichier électoral des dernières élections législatives, ce n'est pas dans la loi. Quand on prend d'autres dispositions qui sont véritablement contestées, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la loi. Il y a un conseil constitutionnel, conseil qui a proposé qu'on puisse, notamment qu'on puisse ne pas faire les parrainages. Nous n'avons pas été informés.
Certains partis ont été informés bien avant. C'était en juillet. Nous avons tous été informés en septembre. Personne d'entre nous ne savait. Personne d'entre nous ne savait. Donc ce sont des questions qui sont aujourd'hui des questions essentielles. Si nous voulons aller à des élections transparentes, où le meilleur va gagner, où le Sénégal va gagner, il est important qu'on se dise dès aujourd'hui que ces mesures-là, on peut les rapporter. Si on ne peut pas les rapporter, ça ne sert plus à rien de venir ici et discuter. On va discuter de quoi? Donc pour nous, on dit la question préalable, la question préjudicielle, est-ce que les mesures qui ont déjà été prises, y compris la date des élections, le décret portant date des élections, est-ce que ces mesures-là peuvent être rapportées ou pas? C'est ça la question préjudicielle que nous avons. C'est bien ça. C'est bien oui, y compris, oui, on va définir après toutes les modalités de prise de décision. Mais est-ce qu'on peut rapporter d'abord? Vous avez déjà anticipé sur les discussions. Toutes vos préoccupations seront prises en compte lors des échanges. Et je pense qu'il faut présumer de la bonne foi des uns et des autres. Mais on nous a caché pendant des mois l'avis du Conseil constitutionnel. On nous a caché. Et c'est des partisans, des membres du parti PASTEF qui nous ont dit qu'il y a un avis et qui ont, dans les discussions, qui ont parlé de... Djibril Gning, membre fondateur du GRADEC. tey li fi xew jàppe nga ko waxtaan la wala déjà nee na nga dugg tey li fi xew nan nga ko gisee. waaw li xew fii ci réunion bi nga xam ne moom le ministre de l'intérieur woote woon ak parti politique yi ak société civile ak mboole seen acteur u processus électoral bi nii mu demee c'est vraiment regrettable waaw lu ñu mën a rëccu la lu ñu war a rëccu la également puisque li nga xam ne moom moo waroon a am mooy que opposition bi yëpp toog fii waxtaan wi déroulé wu normalement mais bi ñu posé ay questions déggowuñu ak ministre bi d'accord wuñu ak ministre bi ñu quitté dem loolu nekkul loo xam ne ñun dañu koy rafetlu mais nag loolu li ko jur la ñu war a seet li ko jur mooy crise politique bi nga xam ne ci la ñu nekk depuis 2021 loolu moo jur féewaloo diggante pouvoir bi fi nekkoon ak opposition bi fi nekkoon te nekk ci pouvoir bi tey moo tax 2023 bi pouvoir bi fi nekkoon Macky Sall wootee waxtaan avant élection législative yi ak locales yi ñoom ñii ñëwuñu woon ndax crise politique boobu ndax ni ñu doxalee waxtaan boobu alors moo tax ñii aussi bi ñu ñëwee dañu waroon rattraper loolu dañu waroon dabu situation boobu acte yi ñuy posé dafa waroon doon acte yoo xam ne daf ñuy génnee ci crise politique boobu waaw kon nag même bu fekkee ne bii li ñu def dëppoo na ak loi bi te loolu sax du ñëpp ci ànd ndax am na ñoo xam ne bu ñu waxee ne décret bi jël décision dissolution bi jaar na yoon waaye décret bi nga xam ne moom mooy joxe délai yi app yi nga xam ne opération électorale yi ci la war a am ñu ci bëri jàpp nañu ne c'est du ressort de la loi kon nag conseil constitutionnel rek moo am sañ-sañu jël décision ci loolu alors bu fekkee ne bii conseil constitutionnel defu ko te joxu leen sañ-sañu ñu def ko bu ñu ko defee mën na doon lu légal mais dafay dese am légitimité tigi alors donc moo tax loolu yëpp moo tax dañu waroon jiital waxtaan wi
waaw concertation yi parce que waxtaan yi dafa am lii mën nañ ko tuddee waxtaan mais dafa am waxtaan boo xam ne c'est sur le système électoral ou sur le processus électoral laata élection yi di ñëw souvent waxtaan yooyu mooy am boobu la ñuy wax ne moom la ñu waroon a jiital mais lii waxtaan la bu ñu woote waaye lii waxtaan la rek bu ñuy waxtaan pour organiser élection bi ni ñuy organiser élection bi ñoom nag li ñu wax mooy que bu waxtaan ci processus électoral bi amul bu ñu ko jiitalul alors waxtaan bi fii du leen amal benn njëriñ voilà donc voilà ce qu'on peut dire sur cette question-là. Bon, c'est à la suite des instructions présidentielles données lors du dernier Conseil des ministres mercredi dernier que j'ai été instruit d'initier des concertations avec toutes les parties prenantes du processus électoral concernant les élections législatives anticipées prévues pour se tenir le 17 novembre 2024. Aujourd'hui, donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces concertations, nous avons accueilli ici 123 formations politiques, les principaux acteurs de la société civile et une quarantaine de journalistes, quarantaine de membres de la presse. Ça a bien démarré, les travaux ont bien démarré. L'objectif, en fait, c'est de trouver les consensus les plus forts possibles pour qu'on aille vers des élections les plus transparentes, les plus démocratiques et les plus inclusives possibles. Je regrette simplement qu'une partie de ATEL, c'est un cadre politique qui vient d'être mis en place récemment, une partie d'entre eux a préféré boycotter et partir après avoir tenté en vain de bloquer le processus. On ne peut pas aller à des discussions et présumer d'emblée de leur finalité, hein, présumer d'emblée des changements à apporter. Comment on peut venir dire aux gens, écoutez, il y a des décrets, des arrêtés qui sont pris, vous les retirez d'abord, vous vous engagez à les retirer avant qu'on discute. C'est dommage qu'ils soient partis. Le boycott, en termes de position politique, ce n'est pas une position politique pertinente. Hein. Ça, c'est démontré à travers l'histoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'appelle ATEL à rejoindre l'attelage électoral avant qu'il ne soit trop tard. Comment est-ce que vous avez jugé leurs préoccupations? Comment est-ce que vous les interprétez? Je pense que ils semblent ne pas être prêts. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts, en tant que formation politique, à affronter les urnes. Parce que je n'étais pas là aux dernières élections, mais je pense que pour beaucoup d'entités politiques, il y a eu une véritable débâcle électorale. Mais bon, ils ne se sont pas encore réorganisés. En tout cas, je les appelle à revenir à la table des discussions. C'est dommage, mais c'est un appel vraiment fraternel. Nous sommes au Wolof. Voilà, donc, Conseil des ministres. Des échanges avec les partis politiques et la société civile, on a vu que donc, l'association ATEL a quitté la salle. Vous pensez que c'était une concertation? Moi, j'ai considéré que ce qui se passe aujourd'hui, dès lors que l'opposition a boycotté, devient un monologue. Parce que la rencontre, ça devrait être entre l'État et les parties prenantes, y compris l'opposition. Mais dès lors que l'opposition est partie, on peut envisager d'autres rencontres. Ce qui est positif dans ça, c'est que le fait que l'opposition ait accepté de venir à l'invitation du ministre de l'Intérieur. Ça, déjà, c'est une note positive. Il faut, disons, saisir cette opportunité-là pour convoquer une autre rencontre avec l'opposition. Même des rencontres qui peuvent aboutir à un consensus. Parce que, quoi qu'on dise, les préoccupations de l'opposition, à mon avis, sont légitimes. Pourquoi? Parce que si le décret qui convoque, le décret donc, qui dissout l'Assemblée est légal, parce qu'il a une base constitutionnelle, avec une réponse claire du Conseil constitutionnel. Par contre, le décret convoquant le collège électoral est très problématique, parce que dans ce décret-là, il y a des dispositions législatives qui se sont substituées à ce décret-là, sans un avis du Conseil constitutionnel. Quand tu prends certaines dispositions, par exemple, qui doivent mettre en place, disons, les commissions et les déclarations de candidature, et aussi la distribution des sièges. Donc, c'est problématique. Alors, donc, c'est pourquoi, à mon avis,
il faut aller vers des concertations parce que, justement, c'est très problématique ce décret-là et donc les délais sont serrés. L'État a opté pour l'option basse qui consiste à organiser dans les 60 jours. Mais que ce soit c'est légal, c'est certes, mais que ce soit précédé de concertation parce qu'il y a une asymétrie d'information avec cette question, une asymétrie d'information qui a entraîné une rupture d'égalité entre les candidats. Et c'est ça qui est regrettable. Donc ce régime-là ne doit pas reproduire les injustices que l'opposition, qu'elle était, a subi. Donc il faudrait aller dans le sens de concertation pouvant aboutir à un consensus. Et c'est ça, à mon avis, qui doit être encouragé pour qu'on ait des élections libres, transparentes et inclusives. Merci.